Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous. Je voudrais consacrer cette émission à une réflexion sur la peine de mort. Il s'agira plus précisément de réfléchir sur les raisons qui fondent sa condamnation et justifient la position abolitionniste. Pour mener cette réflexion, je m'appuierai sur la lecture du traité des délits et des peines du philosophe italien Cesare Beccaria, paru la première fois en 1764 et plus particulièrement sur celle de son paragraphe 28 consacré à l'examen de la peine de mort. Alors on peut trouver facilement une traduction française du livre de Beccaria dans plusieurs éditions de poche. Alors on le sait, les protestations indignées contre la peine de mort sont bien faibles pour justifier sa condamnation. Il ne suffit pas de dénoncer son caractère meurtrier pour établir sa barbarie. Sur le terrain des affects, l'abolitionnisme se heurtera toujours aux cris de la souffrance des proches d'une victime sauvagement assassinée. Tout être humain qui perd l'un des siens par le crime d'un autre, sans monter en lui le désir que cet autre périsse à son tour, c'est là une réaction bien humaine. On sait aussi qu'au-delà des proches, le crime suscite une émotion collective et que celle-ci peut conduire souvent à revendiquer la peine de mort pour l'assassin. L'abolitionniste ne peut donc pas se contenter d'une conviction immédiate fondée sur la répulsion que lui inspire la peine de mort. Il doit montrer non seulement pourquoi celle-ci est inacceptable, quel que soit le crime, mais aussi en quoi c'est une peine qui n'a aucune efficacité dissuasive, puisque c'est l'argument principal invoqué par ses partisans. C'est précisément ce que fait Beccaria dans son traité. À ce titre, il est considéré comme le père de l'abolitionnisme. C'est à lui, en tout cas, que fait référence Robert Badinter dans son ouvrage « L'abolition », paru en 2000. Robert Badinter met ainsi en exergue cette citation de Beccaria qui apparaît dans le paragraphe 28 de son traité, je cite, « Si je prouve que cette peine n'est ni utile ni nécessaire, j'aurais fait triompher la cause de l'humanité. » Je propose donc, avant d'aborder la lecture du traité des délits et des peines, de dire quelques mots sur Beccaria, puis ensuite de présenter un bilan factuel sur la question de la peine de mort, aujourd'hui en France, mais aussi dans le monde. Comme je le disais, c'est en 1764 qu'est publié la première fois le traité des délits et des peines de Cesare Beccaria. Beccaria est un jeune Milanais qui a tout juste 26 ans au moment de sa publication. Il est docteur en droit et il est nourri de la lecture de Montesquieu et de Rousseau. Son ouvrage connaît aussitôt un succès considérable en Europe. Sa lecture fait forte impression sur Voltaire, qui, en lui consacrant en 1766 un commentaire, contribue beaucoup à sa diffusion. Alors, si le traité de Beccaria est lu avec beaucoup d'intérêt à la fin du XVIIIe siècle, c'est surtout en raison de sa réflexion novatrice en matière de justice pénale. Ce n'est pas la position abolitionniste de Beccaria qui retient vraiment l'attention, du moins en France. Rares sont en effet, à l'époque encore, les penseurs convaincus par la nécessité d'abolir la peine de mort. Par exemple, Voltaire veut restreindre l'application de la peine de mort au seul crime de sang, mais il n'en condamne pas le principe. C'est en Italie, plus précisément en Toscane,
que la position abolitionniste de Beccaria éveille l'attention, puisque c'est là, pour la première fois, en 1786, 22 ans après la publication du traité de Beccaria, que la peine de mort est abolie. Alors, le premier débat officiel sur la peine de mort a lieu en France le 30 mai 1791. Un projet de loi visant à l'abolir est présenté à l'Assemblée nationale constituante, mais il n'est pas adopté. La constituante supprime en revanche la torture et uniformise la méthode d'exécution par la guillotine. Avant 1791, la peine capitale était appliquée en France selon des modalités différentes, en fonction du crime, en fonction de la condition du condamné. Les nobles étaient décapités à l'épée ou à la hache, les voleurs étaient pendus, les hérétiques étaient brûlés, les bandits de grand chemin subissaient le supplice de la roue. À partir de 1791, plus exactement de la loi du 6 octobre 1791, la torture est supprimée et la même méthode d'exécution est appliquée à tous par la guillotine. Seuls les militaires font exception à la règle. Ils sont fusillés pour les crimes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Le 26 octobre 1795, la Convention nationale abolit la peine capitale, mais seulement, je cite, « à dater du jour de la publication de la paix générale ». Cette clause va permettre à Napoléon de la faire rétablir en février 1810, bien qu'elle n'ait, dans les faits, jamais été vraiment abolie. De 1906 à 1908 ont lieu plusieurs tentatives d'abolition de la peine de mort à la Chambre des députés, mais elles échouent en raison de la pression de l'opinion publique. Il faut attendre donc septembre 1981 pour qu'une majorité de députés vote l'abolition. La France est ainsi l'un des derniers pays d'Europe occidentale à abolir la peine de mort, avec la Suisse et le Royaume-Uni, qui l'abolissent respectivement en 1991 et en 1998. Alors qu'en est-il aujourd'hui dans le monde ? L'abolition a fait des progrès considérables, puisque les États qui l'ont abolie, qui ont aboli la peine de mort, sont devenus largement majoritaires. Selon un rapport d'Amnesty International, les États qui y recourent le plus sont de loin en premier la Chine, et on ne connaît pas exactement le nombre d'exécutions, puisque c'est tenu au secret. Il y a donc la Chine, ensuite il y a l'Iran, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Syrie, etc., etc. Et on se souvient qu'il y a 2 ans, par exemple, en une seule journée, il y eut 81 décapitations en Arabie saoudite. Alors ces États sont des dictatures et aussi parfois des théocraties. La condamnation à mort y est prononcée souvent pour éliminer des opposants politiques et aussi parfois pour punir des crimes de sacrilège. On y exécute aussi pour des crimes qui n'ont rien à voir, parfois, avec des crimes de sang, comme c'est le cas en Iran, qui punit de mort l'usage de la drogue. Dans ces pays, les exécutions capitales vont de pair, le plus souvent, avec un système judiciaire complètement opaque. Des hommes sont condamnés à mort à l'issue de procès truqués, parfois sur la base d'aveux arrachés sous la torture. Mais on aurait tort de penser que la peine de mort est pratiquée seulement dans des dictatures. Elle est encore, on le sait, dans des États reconnus comme démocratiques. C'est encore, je crois, le cas du Japon. C'est vrai aussi dans un certain nombre d'États des États-Unis d'Amérique, comme le Texas, la Louisiane, la Californie. Les exécutions capitales y apparaissent certes sous une forme moins barbare, plus acceptable. Par exemple, l'injection létale vise à rapprocher la peine de mort d'une procédure médicale. Mais on a beau faire, cette injection
n'élimine pas la souffrance et surtout, les condamnés à mort attendent leur exécution souvent une vingtaine d'années dans ce qu'on appelle les couloirs de la mort. Alors certes, l'abolition fait des progrès dans le monde. La peine de mort tend à disparaître dans les États démocratiques, mais il faut reconnaître qu'une part de l'opinion publique demeure récalcitrante à l'idée d'en finir absolument avec elle. Son rétablissement est encore parfois agité comme un argument de campagne électorale. Et on sait qu'après un crime particulièrement monstrueux et retentissant, ou encore après des attentats terroristes, il suffit d'organiser des sondages pour montrer qu'une large fraction de la population est favorable à la peine de mort. L'argument le plus souvent mis en avant pour justifier son rétablissement est celui de sa valeur exemplaire et dissuasive. Pourtant, jamais la peine de mort n'a fait reculer la criminalité. Jamais la peine de mort n'a dissuadé les criminels de tuer. C'était d'ailleurs ce que faisait déjà remarquer Beccaria. Jamais non plus l'abolition de la peine de mort dans les pays où elle a été promulguée n'a entraîné l'augmentation de la criminalité. Mais on a beau établir ces faits, les partisans de la peine de mort persistent à affirmer son utilité répressive. Il est donc temps maintenant d'aborder le fond du problème et de lire le traité de Beccaria. Voilà le problème qu'il nous faudra traiter. L'État peut-il légalement condamner à mort un homme et le faire exécuter parce qu'il a commis un crime? Ou s'agit-il seulement, comme le dit Beccaria, s'agit-il seulement d'un assassinat légal? Le roi fait battre tambour, le roi fait battre tambour, pour voir toutes ces dames. Et la première qu'il a vue lui a ravi son âme. Marquis, dis-moi, la connais-tu? Marquis, dis-moi, la connais-tu? Qui est cette jolie dame? Le marquis lui a répondu: Sire roi, c'est ma femme. Marquis, tu es plus heureux que moi. Marquis, tu es plus heureux que moi d'avoir femme si belle. Si tu voulais me l'accorder, je me chargerais d'elle. Sire, si vous n'étiez pas le roi, sire, si vous n'étiez pas le roi, j'en tirerais vengeance. Mais puisque vous êtes le roi, à votre obéissance. Adieu mamie, adieu mon cœur, adieu mamie, adieu mon cœur, adieu mon espérance. Puisqu'il te faut servir le roi, séparons-nous dansant. La reine a fait faire un bouquet, la reine a fait faire un bouquet de belles fleurs de lys, et la senteur de ce bouquet a fait mourir Marquise.
De quel droit un État peut-il tuer un homme parce que celui-ci a tué ? Qu'est-ce qui l'autorise à lui infliger la peine de mort, ce qu'on appelle le châtiment suprême ? Le problème est de nature politique. Et on voit d'emblée que la question de la peine de mort s'inscrit dans le cadre général d'une réflexion sur le droit de punir qui appartient à l'État. Un crime n'est pas simplement une offense privée. Toute atteinte à la sécurité individuelle est une atteinte à la communauté dans son ensemble. Aussi, le crime est-il une offense publique à laquelle l'État doit répondre. Et il doit y répondre en infligeant un châtiment au coupable. Le problème est de savoir jusqu'où peut aller son droit de punir, le droit de punir qui relève de son autorité. Ce droit, qu'on appelle aussi donc le droit pénal, ce droit implique-t-il la peine de mort ? Alors, jusqu'à Beccaria, il était admis que le souverain, c'est-à-dire celui qui détient l'autorité de l'État, dispose du droit de vie et de mort, et ce droit était présenté comme un attribut essentiel de sa souveraineté. Dans la mesure où le droit pénal est le moyen pour le souverain d'affirmer son autorité, pour maintenir l'État et conserver l'ordre social, eh bien il peut aller, selon cette logique, jusqu'à recourir à la peine de mort afin de se défendre contre la violence des individus qui le menacent par leurs crimes. Le châtiment se joue ainsi entre deux puissances. Il est un face-à-face qui oppose d'un côté la puissance du souverain, lequel délègue son pouvoir de juger à des magistrats et son pouvoir d'exécution à un bourreau, et puis de l'autre côté, la puissance du criminel qui apparaît comme un ennemi du fait de son crime. Même s'il marque une distance critique à l'égard des pratiques judiciaires et pénales de son époque, un philosophe comme Jean-Jacques Rousseau, au XVIIIe siècle, ne met pas en cause le lien traditionnellement établi entre la souveraineté et le droit de vie et de mort qu'elle est censée détenir sur les individus. Par son crime, écrit Rousseau dans le livre 2 de son contrat social, le citoyen malfaiteur se constitue comme ennemi public et il devient une menace pour la société. Dès lors, ajoute-t-il, je cite, « La conservation de l'État est incompatible avec la sienne, il faut qu'un des deux périsse, et quand on fait mourir le coupable, c'est moins comme citoyen que comme ennemi. » Fin de citation. Quand le crime perpétré par le criminel apparaît ainsi comme une déclaration de guerre contre le souverain, eh bien le châtiment, et principalement le châtiment suprême, la peine de mort, est un acte de guerre que lui oppose le souverain. Et comme le montre Michel Foucault au début de son livre consacré à la naissance de la prison, Surveiller et punir, qui paraît pour la première fois en 1975, eh bien comme le montre Michel Foucault, les châtiments infligés aux coupables au XVIIIe siècle, c'est-à-dire au temps de Rousseau et de Beccaria, eh bien, sont pour beaucoup des supplices qui témoignent de la puissance du souverain exercée contre le corps des criminels. La peine de mort n'est alors jamais seule, elle n'est jamais isolée. Elle est le dernier terme de toute une série de souffrances ritualisées. Il ne s'agit pas en effet de donner seulement la mort au coupable, il s'agit d'abord et surtout de le faire souffrir au maximum avant de la lui donner. Michel Foucault parle ainsi de la mort supplice. Loin d'être simplement privation de vie, cette mort supplice consiste, je cite la formule de Michel Foucault,
Elle consiste dans un art de retenir la vie dans la souffrance, par le moyen d'une gradation calculée de souffrance. Dans cette logique, le plus rigoureux, le plus cruel de tous les supplices est réservé au crime le plus grave, qui est le régicide. Le régicide est puni par l'écartèlement. Et le livre de Michel Foucault commence ainsi par la citation intégrale du récit que fait la Gazette d'Amsterdam, un journal de l'époque, du supplice infligé en mars 1757 à Robert Damien, condamné au démembrement corporel pour avoir blessé d'un coup de canif le corps royal de Louis XV. Il faut avoir tout cela à l'esprit pour mesurer combien le propos de Beccaria est novateur et constitue une rupture radicale avec ce genre de justice pénale. Pour savoir si le droit de punir du souverain peut s'étendre jusqu'à la peine de mort, il faut d'abord se demander, avec lui, pourquoi les hommes se sont unis en société et ont consenti à vivre sous des lois communes, parmi lesquelles il y a les lois pénales, qu'on appelle au XVIIIe siècle les lois criminelles. Beccaria va montrer ainsi que la société repose sur un contrat social, un pacte social, et celui-ci désigne l'engagement de chacun des individus d'obéir aux lois communes pour jouir d'une véritable liberté. Il faut ainsi d'abord comprendre pourquoi les hommes ont intérêt à conclure ce contrat social. Ils ne peuvent pas vivre dans une situation sans règles, sans loi, dans ce que les philosophes, et Beccaria à leur suite, appellent à cette époque l'état de nature. Si les hommes vivaient en effet exclusivement selon leurs désirs, ils seraient condamnés à se nuire mutuellement. Chacun serait exposé à l'arbitraire et à la violence des autres. Chacun agirait tel un despote qui cherche à soumettre les autres à ses caprices, et l'état de nature est donc un état de guerre continuelle entre les individus qui les empêche de jouir de leur liberté. Comme l'écrit Beccaria, la liberté y est rendue inutile par l'incertitude de la conserver. Or, la liberté est la condition de leur bien-être et de leur bonheur. C'est donc pour jouir de la liberté et pour accomplir leur bonheur qu'ils ont quitté l'état de nature et se sont unis par un contrat social pour vivre en société, sous l'autorité d'un souverain et sous des lois communes. Je cite ici Beccaria. Paragraphe 1 de son traité. Les lois sont les conditions sous lesquelles les hommes indépendants et isolés s'unirent en société. Fatigués de vivre dans un état de guerre continuelle et dans une liberté rendue inutile par l'incertitude de la conserver, ils sacrifièrent une partie de cette liberté pour jouir du reste avec plus de sûreté et de tranquillité. Fin de citation. Alors, tous les termes ici doivent être pesés. Comme on l'a dit, les hommes ont intérêt à sortir de l'état de nature. Donc, c'est par calcul d'intérêt qu'ils ont sacrifié une partie de leur liberté pour jouir du reste de leur liberté. La seule vraie liberté dont ils peuvent jouir, c'est certes une liberté qui n'est pas totale, c'est une liberté limitée, mais c'est une liberté réelle, car elle est garantie par les lois. C'est une liberté devenue vraiment utile, car elle permet alors à chacun de réaliser son bien-être. Je ne suis vraiment libre, en effet, que si j'ai la certitude de conserver ma liberté grâce à la protection que me procurent les lois. Je sais alors en toute certitude
que nul n'a le droit d'entraver mon action, car je sais que les lois valent pour tous, et que les autres savent qu'ils n'en ont pas le droit. À partir de là, on peut comprendre le but du droit pénal. Les châtiments sont nécessaires pour empêcher qu'un individu, en transgressant les lois communes, défasse le lien social et replonge les hommes dans le chaos de l'état de nature. C'est pourquoi, en cédant une part de sa liberté, chacun la confie en dépôt au souverain, qui est chargé d'administrer la société et d'en faire respecter les lois. Chacun consent ainsi à la possibilité d'être puni s'il transgresse les lois communes. Le citoyen qui, par son crime, désobéit aux lois, n'est pas un ennemi, c'est un despote. C'est un despote qui, selon les termes de Beccaria, usurpe la part de liberté que les autres ont laissée en dépôt au souverain par le contrat social, en même temps que lui. En cherchant ainsi à faire fonctionner la société à son service, eh bien le criminel fait preuve, en effet, d'un esprit despotique. C'est la formule de Beccaria. Il est nécessaire, par conséquent, de le punir, car il met alors en péril l'équilibre social des libertés et il risque de conduire à la dislocation de l'état civil pour le grand malheur de tous. Si on comprend que les lois ont pour fin exclusive l'utilité commune, la cohésion harmonieuse des hommes en société, les châtiments n'ont d'autre but que de la préserver. Je cite Beccaria, paragraphe 12 de son traité. Le but des châtiments ne peut être que d'empêcher le coupable de causer de nouveaux dommages à ses concitoyens et de dissuader les autres d'en commettre de semblables. Fin de citation. Ainsi, la seule fonction des châtiments est préventive. Un crime qui a été commis ne peut être ni annulé, ni effacé. On ne peut pas faire qu'il n'ait pas eu lieu. La seule chose que doit faire le souverain en infligeant un châtiment, eh bien, c'est de considérer l'avenir, car seul l'avenir peut être modifié. C'est vers l'avenir que le souverain doit tourner son regard en veillant à ce que le crime ne menace pas à nouveau l'équilibre social. Le droit pénal est donc fondé sur la seule nécessité de défendre la société contre l'esprit despotique qui caractérise le criminel, et toute autre conception ne peut que déboucher sur un usage tyrannique des châtiments. Le châtiment ne procède alors d'aucune rationalité. Son but n'est plus de satisfaire l'utilité commune, son but n'est plus de prévenir, son but est seulement de faire inutilement souffrir le coupable sous prétexte d'expiation ou pour se venger. Et là encore, je cite Beccaria, paragraphe 12 du traité des délits et des peines, le but des peines n'est ni de tourmenter et affliger un être sensible, ni de faire qu'un crime déjà commis ne l'ait pas été. Après la prochaine pause, nous aborderons la lecture du fameux paragraphe 28.
Nous avons vu que le but du droit pénal est de satisfaire l'utilité commune et que les châtiments sont seulement nécessaires à cette fin. Sous cet éclairage, nous pouvons maintenant aborder la lecture du fameux paragraphe 28 dans lequel Beccaria examine la peine de mort et exprime sa position abolitionniste. Que va montrer Beccaria ? Il va montrer d'abord que la peine de mort est injuste. Elle n'est pas un droit. Elle est, et elle sera toujours, quel que soit le crime auquel elle s'applique, un crime public, un assassinat public. Il montre ensuite, dans un second temps, que cette peine non seulement n'a aucune utilité, elle n'a aucune efficacité dissuasive, mais qu'elle est nuisible, par l'exemple qu'elle donne de sa cruauté. Voyons d'abord, en premier temps, pourquoi la peine de mort n'est pas un droit. Par le contrat social, on l'a vu, chaque homme a renoncé à une partie de sa liberté pour mieux jouir de celle qui lui reste grâce à la protection des lois. Pour cela, il a accepté la possibilité de subir un châtiment en cas de non-respect des lois. Mais s'il a consenti à faire le sacrifice d'une part de sa liberté, il n'a jamais pu consentir à faire le sacrifice du plus grand des biens, qui est la vie. Il n'a aucunement consenti à confier au souverain le droit de lui donner la mort. Car c'est bien pour avoir l'assurance de la conservation de sa vie et de son bien-être qu'il a consenti à obéir au souverain et à vivre sous des lois communes. Je cite ici Beccaria. Or, qui aurait eu l'idée de concéder à d'autres le pouvoir de le tuer ? Comment supposer que le minime sacrifice de liberté fait par chacun puisse comprendre celui du plus grand bien, la vie ? Fin de citation. Par le contrat social, chacun a consenti par calcul à sacrifier un minimum, mais jamais un maximum. Chacun a consenti à ce que le châtiment qui lui soit appliqué en cas de non-respect des lois produise un minimum de souffrance, mais jamais un maximum. En conséquence, l'État, le souverain, puisque c'est lui qui détient l'autorité de l'État, l'État, le souverain, qui n'a d'autre autorité que celle que lui ont confiée les citoyens par le contrat social, eh bien, l'État ne peut légitimement imposer que des châtiments qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qui est de veiller à l'utilité commune. Un châtiment n'est juste, ainsi, que s'il remplit sa fonction de dissuasion en infligeant à cette fin le moindre mal possible. Or, encore une fois, le moindre mal possible ne peut aucunement comprendre la vie, qui est le plus grand de tous les biens. En conclusion, Beccaria peut écrire, je cite, « La peine de mort n'est donc pas un droit, je viens de démontrer qu'elle ne peut l'être, mais une guerre de la nation contre un citoyen qu'elle juge nécessaire ou utile de supprimer. » La peine de mort n'est pas un droit, et elle ne pourra jamais l'être, car elle ne peut reposer, comme on l'a vu, sur aucun consentement. Ainsi, un souverain qui punit de mort un criminel transgresse le contrat social et abuse de son autorité en commettant un crime. Son souci n'est pas de préserver l'utilité commune, mais d'affirmer sa puissance de manière despotique, en se faisant craindre par un châtiment cruel. Quel que soit le crime, il faut le répéter,
la peine de mort n'est jamais légitime. L'État n'a pas le droit de vie et de mort sur ses citoyens. Un citoyen devenu criminel ne peut jamais être une menace dans un état de droit. Ou comme le dit Beccaria, sous le règne paisible de la légalité. Il ne devient dangereux, il ne devient une menace que lorsque l'état de droit s'effondre et que règne alors la guerre civile. On retourne à l'état de nature, qui est un état de guerre, et où seul ce qui compte, c'est l'usage de la force pour vaincre un ennemi. Dans ce cas de figure, le citoyen menaçant cesse d'être un criminel qu'il faut punir, mais il est un ennemi que la nation juge nécessaire ou utile de supprimer. Et c'est là toute autre chose. En l'absence de toute légalité, on ne peut pas savoir ce qui est juste en toute certitude, puisqu'on ne peut savoir ce qui est juste que par des lois. On ne peut donc que croire qu'il est juste de recourir à la peine de mort contre ce citoyen qu'on perçoit comme une menace pour la sécurité de la nation. On croit qu'elle est une solution juste et nécessaire, parce qu'on est persuadé qu'elle est dissuasive pour arrêter les crimes. Or, c'est là une illusion. Comme le montre Beccaria, deuxième moment de son argumentation, quand bien même on croirait que la peine de mort est juste, elle n'a, en réalité, aucune efficacité dissuasive. D'abord, l'histoire montre qu'elle n'a jamais empêché le crime. Je cite Beccaria. L'expérience de tous les siècles montre que le dernier supplice n'a jamais empêché des hommes résolus de nuire à la société. En outre, il est faux de dire que plus une peine est sévère et plus elle est dissuasive. C'est là une opinion répandue qui est totalement fausse. Je cite Beccaria. Ce n'est pas la sévérité des peines qui produit le plus d'effet sur l'esprit des hommes, mais sa durée. La peine de mort est un spectacle effrayant et impressionnant. Elle frappe l'esprit par sa violence extrême, mais la crainte du châtiment qu'elle produit tend à s'effacer rapidement. La réclusion à perpétuité, accompagnée de travaux forcés, est une peine moins sévère pour le criminel. Elle est moins sévère que la peine de mort, mais elle est plus efficace en matière de dissuasion, car c'est un spectacle qui perdure et qui oblige l'homme libre, qui en est le spectateur, à faire un retour sur lui-même et à se dire, je cite, « Moi aussi, je serai réduit pour longtemps à une condition aussi misérable si je commets de semblables forfaits. » Il apparaît ainsi à l'homme libre qu'il a tout à perdre en perdant sa liberté. Sa vie d'homme libre est une vie ouverte à l'avenir, une vie tendue par l'espoir. Or, ce qu'il voit dans une vie condamnée à la réclusion, ce sont tous ses espoirs brisés. Son imagination est alors beaucoup plus effrayée par la durée de la réclusion que par le bref instant du spectacle d'une exécution capitale. Une peine n'est pas efficace parce qu'elle met en scène une souffrance particulièrement violente, mais parce qu'elle incite les hommes à comprendre que l'obéissance aux lois est plus avantageuse que le crime, et qu'ils n'ont donc aucun intérêt à le commettre. Comme le fait remarquer Beccaria, un fanatique ne craint pas de braver la mort. Il préférera toujours mourir jeune en martyr plutôt que d'être condamné à la réclusion à perpétuité. Enfin, la peine de mort n'est pas seulement inutile, car inefficace en matière de dissuasion, c'est pire encore, elle est nuisible, en ce qu'elle est criminogène. Je cite Beccaria. La peine de mort est nuisible par l'exemple de la cruauté qu'elle donne. Loin, en effet, d'être dissuasive, c'est une peine
qui excite le sadisme et alimente la violence qu'elle prétend empêcher. Ainsi, la peine de mort est une pratique absurde. Il est absurde en effet et totalement contre-productif que l'État qui réprouve et punit l'homicide prétende détourner les citoyens de l'assassinat en pratiquant froidement un assassinat, en ordonnant un assassinat public, selon l'expression de Beccaria. Mais s'il peut exciter des pulsions sadiques, le spectacle de la peine de mort produit surtout, comme le dit Beccaria, une répulsion invincible à son égard. Et c'est cette répulsion qui frappe surtout Beccaria. Je le cite, « La vue du bourreau inspire indignation et mépris. » Comment s'explique cette répulsion ? Elle s'explique par le sentiment présent en chaque homme, au plus secret de son âme, dit Beccaria, sentiment qui le pousse à croire que sa vie est au pouvoir de personne. C'est le sentiment que sa vie n'est au pouvoir de personne, qu'elle n'appartient qu'à lui, sentiment qui est logé de manière indéracinable dans le cœur de chaque homme, c'est ce sentiment qui explique sa plus radicale opposition à la peine de mort. Il est temps de conclure. Évidemment, je n'aurais pas pu restituer toute la richesse des analyses de Beccaria. J'espère au moins que je vous en aurai donné une idée et que vous lirez vous-même son traité des délits et des peines, qui est trop peu lu et en définitive assez mal connu. Je voudrais dans cette conclusion insister sur deux choses. Je voudrais montrer, toujours en suivant les analyses de Beccaria, que la peine de mort est toujours à la fois l'expression d'un État despotique et aussi le symptôme d'une société profondément inégalitaire qui engendre de la violence. Beccaria montre ainsi à la fin du paragraphe 28 que la peine de mort est un châtiment violent, utilisé surtout dans des sociétés où les rapports sociaux sont violents, où il y a des rapports de domination. C'est une peine qui est appliquée avant tout aux pauvres, aux démunis, aux misérables, qui sont les hommes les plus susceptibles de commettre des crimes. Placés en effet devant la perspective d'une vie de misère, les plus démunis n'ont rien à perdre. Ils ne voient aucun intérêt à obéir à des lois qui sont largement injustes. Et ils n'éprouvent ainsi aucune crainte à commettre des crimes. Loin de les en dissuader, la peine de mort les y incite, tout au contraire. Au lieu de remédier aux injustices et de s'attaquer à la racine des problèmes, les lois les maintiennent et les renforcent. Et la peine de mort est un outil répressif qui exacerbe la colère et la violence. Dans un tel type de société, l'État est inévitablement un État despotique qui n'a aucunement le souci de l'utilité commune. Au lieu d'étendre à tous les avantages de la société, les lois de cet État permettent à une minorité de les confisquer, et comme le dit ici Beccaria dans son introduction, à concentrer sur un petit nombre et à accumuler d'un côté la puissance et le bonheur, et de l'autre la faiblesse et la misère. Quoi qu'il en soit, et si je reviens à l'argument le plus souvent évoqué par les partisans de la peine de mort pour justifier cette peine, celui de son efficacité dissuasive, on peut répondre encore à nouveau que la peine de mort n'est pas dissuasive. Non seulement elle n'est pas dissuasive, mais elle est plutôt nuisible en entretenant la violence. Chers auditeurs de Westrack, l'émission est maintenant terminée. Vous trouverez sur le site de la radio le plan et le podcast de cette émission, ainsi que quelques références bibliographiques. Je vous dis à très bientôt.
lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain. Rien ne défera jamais nos liens, même s'il me faut aller plus loin, couper des ponts, changer de train. L'amour est plus fort que le chagrin, l'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre ville, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton